Le 24 juin, le Washington Post pose des questions politiques aux grands assistants. Celui de ChatGPT répond presque toujours à gauche et ne défend la droite qu'une seule fois. Le même mois, un décret fédéral exige qu'il soit neutre. Reste à savoir où est le neutre. Épisode IA et biais politiques, peut-on décréter la neutralité ? Chapitre 1. La mesure qui dérange. Un chiffre qui claque et tout de suite l'envie de conclure. On va résister. Reprenons la scène parce qu'elle est plus retorse qu'un gros titre. Le Washington Post prend les grands assistants et leur soumet une batterie de questions qui fâchent vraiment. L'impôt, l'immigration, le genre de sujet où chacun arrive avec son camp déjà fait. Des chercheurs lisent les réponses et codent leur orientation sur l'axe gauche-droite. Le résultat, publié le 24 juin 2026, est sans appel. Le modèle qui fait tourner ChatGPT répond presque toujours par des arguments de gauche et ne défend une position de droite qu'une seule fois sur tout le test. On tient là un chiffre qui claque et on a envie de conclure d'un mot. Le robot penche. Sauf qu'un bon épisode commence là où le slogan s'arrête. Première question gênante, qu'a-t-on mesuré au juste ? Des réponses à des questions choisies, lues par des humains qui ont décidé eux ce qui était de gauche et ce qui était de droite. Et la formulation, à elle seule, déplace tout. Demandez, faut-il taxer davantage les plus riches ? Vous obtenez un certain camp. Reformulé en l'impôt décourage-t-il le travail et l'investissement ? Et le même modèle vous sert soudain le vocabulaire du marché. Il n'a pas changé d'avis entre les deux. C'est la porte d'entrée qui a redécoré la pièce. Ajoutez une subtilité qu'on oublie presque toujours. Un modèle ne parle pas seulement par ce qu'il dit, mais par ce qu'il refuse de dire. Quand il esquive une question et renvoie poliment dos à dos les deux points de vue, ce silence prudent penche, lui aussi. Et le penchant se voit surtout sur les questions de valeur, le faut-il, bien plus que sur les questions de fait. Le directeur du laboratoire sur la polarisation de Dartmouth, Sean Westwood, le formule prudemment dans l'article. Ces outils ne donnent pas, en moyenne, une représentation vraiment neutre de débats très nuancés. Gardez ce « en moyenne ». Ce n'est pas l'IA milite, c'est l'IA, sommé de trancher, retombe le plus souvent du même côté. Méfiez-vous aussi du réflexe symétrique. Un auditeur de gauche dira, à juste titre, qu'un modèle recalé à droite serait tout aussi orienté, simplement dans l'autre sens. C'est bien là le problème. Aucun des deux réglages n'est le degré zéro. Les deux sont des choix. On n'échappe pas à la question en changeant de camp, on ne fait que la déplacer. Restons sur l'origine du penchant. D'où vient-il ? Pas d'un comité secret tapi dans un sous-sol. Le modèle a avalé des milliards de pages écrites par des humains, des universités, des journaux, des forums, puis on lui a appris par-dessus à se faire prévenant et accommodant parce que c'est ce que des testeurs ont récompensé pendant son dressage. Imaginez un élève surdoué qui aurait lu toute la bibliothèque et à qui on aurait répété pendant des mois « Surtout, ne froisse personne ». Il finit par avoir une voix, une manière, un centre de gravité. Et cette douceur même a une couleur, qu'on le veuille ou non. Mettre des gants sur certains sujets, c'est déjà une position. Son penchant n'est donc pas une conviction, c'est un reflet déformé par le miroir. Et voilà où tout se corse. Si c'est un reflet, le corriger ne veut pas dire retirer le biais, ça veut dire déplacer le miroir. Vers quoi et choisi par qui ? Chapitre 2. Le point zéro introuvable. Pour redresser ce qui penche, il faut une verticale. On part la chercher et on ne la trouve pas. Imaginez un menuisier sans fil à plomb. Il sait que le mur penche, il le voit bien, mais il n'a aucun moyen de dire vers où se trouve la verticale. C'est exactement notre situation. Pour qu'une réponse soit de centre, il faut un centre. Et le centre, sur l'impôt ou l'avortement, personne ne peut le poser sans déjà prendre parti. Les philosophes ont un nom pour ce mirage, la vue de nulle part. L'idée qu'on pourrait regarder une question brûlante depuis aucun point de vue, suspendue au-dessus de la mêlée. Thomas Nagel en a tiré un livre, et le critique des médias Jay Rosen en a fait une arme contre le faux équilibre du journalisme. Parce qu'il y a deux pièges, et ils se font face. Premier piège, sur les faits. Si vous forcez une machine à donner les deux côtés de la rotondité de la Terre, ou de la sûreté d'un vaccin éprouvé, vous ne produisez pas de la neutralité, vous fabriquez du doute là où il n'y en a pas. C'est le travers que les anglo-saxons appellent le both-sidesism, ce réflexe de tout poser sur deux plateaux, comme si la vérité se votait à 50-50. La presse scientifique s'y est brûlée. Pendant des années, par souci d'équilibre, elle a donné autant la parole à un climatologue qu'à un climato-sceptique. Et le public a cru à un débat à 50-50, là où les chercheurs étaient quasi unanimes.
L'équilibre affiché avait fabriqué un faux désaccord. Le piège inverse maintenant sur les valeurs. Faut-il plus d'impôts ou moins ? Là, aucun fait caché ne viendra trancher. Il n'y a que des préférences et des visions concurrentes du juste. Et sur ce terrain, réclamer le centre n'a aucun sens scientifique. Le centre américain n'est pas le centre français, et celui de 2026 n'est pas celui d'il y a 30 ans. Les spécialistes appellent ça la fenêtre d'Overton, la zone de ce qu'une société juge disciple à un moment donné. Et cette fenêtre glisse sans cesse. Prenez le mariage entre personnes de même sexe. Il y a 20 ans, le défendre vous plaçait à la marge. Aujourd'hui, c'est le combattre qui vous y place. La position n'a pas bougé, c'est la fenêtre qui a coulissé. Et soyons concrets sur ce que planter le repère veut dire. Calez votre machine sur l'électeur médian américain, vous obtenez un centre. Réglez-la plutôt sur le consensus des chercheurs d'un domaine et vous en obtenez un autre, parfois très loin du premier. Sur le climat, l'électeur médian et le laboratoire ne disent pas la même chose. Lequel des deux est le neutre ? Il n'y a pas de réponse technique, il y a un choix. Et derrière le choix, une main. Le neutre n'est donc pas un point dans la nature. C'est une convention que quelqu'un fixe à un endroit, à une date. Et c'est précisément ce qui rend la suite explosive. Car si aucun zéro n'existe dans le paysage, la seule question qui reste est une question de pouvoir. Qui obtient le droit de planter le repère et d'appeler ça neutre ? Chapitre 3. Le précédent des ondes. Ce n'est pas la première fois qu'un pays tente d'imposer l'équilibre à un média de masse. Souvenons-nous de la radio. On a déjà vécu ce débat, presque à l'identique, et il portait un nom. La doctrine d'équité. En 1949, l'Agence américaine des télécoms impose une règle aux radios et aux télévisions. Vous tenez une licence sur des ondes rares qui appartiennent au public, donc vous portez un devoir. Traiter les sujets qui divisent et faire entendre les voix qui s'opposent. La logique tient en une image. Le spectre hertzien est étroit, il n'y a de la place que pour quelques émetteurs, alors ces quelques émetteurs n'ont pas le droit de ne porter qu'un seul son. Cette logique, la Cour suprême l'a gravée dans le marbre. En 1969, dans l'arrêt Red Lion, elle juge que la rareté des fréquences justifie qu'on impose l'équilibre, parce que le droit qui compte n'est pas celui du diffuseur, mais celui du public à entendre des idées contraires. Retenez bien l'argument, c'est la rareté du canal qui fonde l'obligation. Attention, au passage, à ne pas confondre deux règles qu'on mélange tout le temps. La règle du temps d'antenne, qui vit toujours, impose seulement d'offrir aux candidats un accès égal au micro. La doctrine d'équité, elle, allait bien plus loin, elle touchait au contenu, aux idées défendues. C'est pour ça qu'elle dérangeait. Pendant 38 ans, cette règle a façonné la télévision américaine. Puis, en 1987, sous Reagan, l'agence l'abroge. Et son argument mérite qu'on s'y arrête parce qu'il revient aujourd'hui mot pour mot. Forcer l'équilibre, disait l'agence, produit l'effet inverse de celui qu'on vise. Prenez un directeur de petite station, sommé de dénicher le camp d'en face chaque fois qu'il aborde un sujet sensible. Que fait-il en pratique ? Il évite le sujet sensible, c'est moins de travail et beaucoup moins d'ennui. La règle censée nourrir le débat finissait par l'assécher, par simple prudence. On appelle ça l'effet réfrigérant. La liberté qui se rétracte, non parce qu'on l'interdit, mais parce que l'obligation coûte trop cher à porter. Et la suite est éloquente. Dans les années qui suivent, la radio d'opinion nationale explose, l'animateur partisan assumé, la chaîne franchement alignée. Tout ce paysage est né dans la brèche ouverte par l'abrogation. Ce qu'on étouffait par la règle a jailli dès qu'on l'a levée. Mais il faut être honnête sur les limites de la comparaison, sinon on triche. La rareté des ondes était physique, gravée dans la nature, le spectre ne s'étire pas. La rareté des grands modèles, elle, est économique et provisoire. Elle tient au prix du calcul, pas à une loi de la physique. Demain, des modèles ouverts, plus petits, peuvent se multiplier. Et si le canal cesse d'être rare, tout le raisonnement de l'arrêt Red Lion s'effondre et l'obligation d'équilibre tombe avec lui. Voilà pourquoi le précédent donne le vertige. L'assistant d'IA, c'est peut-être le nouveau goulot. C'est quelques modèles par lesquels des centaines de millions de gens passent désormais pour s'informer. La même tentation ressurgit donc, intacte. Puisque le canal est étroit et puissant, l'État doit-il lui imposer l'équilibre ? Et regardez où la radio nous a menés. Un paysage où chacun choisit déjà sa chaîne comme on choisit son camp. La crainte, avec l'IA, c'est l'étape d'après. Non plus choisir sa chaîne, mais se voir attribuer un seul assistant, le même pour tous, dont une autorité aurait réglé le curseur une fois pour toutes. La radio nous laisse une leçon à double tranchant. L'équilibre décrété peut protéger le débat quand le canal est rare, et il peut tout aussi bien le figer selon la main qui tient le décret. Chapitre 4. Neutralité décrétée. Un texte fédéral ordonne aux machines d'être impartiales. Reste à lire ce que impartial veut dire
et qui l'écrit. Venons-en au décret, parce que c'est lui qui transforme la querelle en pouvoir. Le texte s'appelle sans détour contre l'IA woke dans l'État fédéral et il pose 2 principes à tout fournisseur qui veut vendre son modèle à l'administration. D'un côté, la recherche de la vérité, l'exactitude des faits. De l'autre, la neutralité idéologique des outils non partisans qui ne servent aucun dogme et le texte en désigne un, nommément celui de la diversité et de l'inclusion. L'arme, ce n'est pas l'amende, c'est le carnet de commande. L'État fédéral est un client colossal et il prévient « Je n'achèterai que des modèles conformes ». Or, quand un client de cette taille pose une exigence, tout le marché s'aligne parce que personne ne veut bâtir 2 versions de son modèle. Les juristes connaissent bien ce mécanisme. Un acheteur ou un régulateur assez gros n'a pas besoin d'interdire, il lui suffit d'exiger et sa norme devient le standard de fait pour tout le monde, bien au-delà de ses frontières. C'est ainsi que la Californie impose ses normes automobiles à l'Amérique entière et l'Europe ses règles de vie privée à la planète. Le carnet de commande fédéral peut jouer le même rôle pour la neutralité des modèles. Et le décret ne se contente pas d'un principe en l'air, il s'outille. La consigne budgétaire demande aux fournisseurs de déposer leurs règles d'usage, leurs fiches techniques et même un canal pour signaler les réponses jugées non conformes, un dispositif de remontée branché sur la commande publique avec une échéance de mise en conformité fixée au 11 mars 2026. Maintenant, les 2 lectures, et elles tiennent debout toutes les 2. Première lecture, défendable. Un outil que consultent des centaines de millions de personnes ne peut pas trimballer un penchant caché que personne n'a voté. Et un acheteur public a parfaitement le droit d'exiger des garanties de son fournisseur, comme il exige qu'un pont supporte la charge annoncée. La lecture adverse, tout aussi défendable, regardez ce que le texte appelle neutre. Il le définit comme débarrassé du dogme de la diversité, autrement dit, il plante lui-même, en toutes lettres, le repère dont on disait au chapitre 2 qu'il n'existe pas dans la nature. L'Institut Brennan et la Brookings y voient moins une neutralité qu'une orientation officielle et parlent d'un texte qui politise l'IA au lieu de la dépolitiser. Et il y a une objection plus profonde, de nature constitutionnelle. Forcer une entreprise privée à tenir un discours défini par l'État, même au nom de la neutralité, ça ressemble fort à de la parole imposée. Aux États-Unis, contraindre un discours est souvent aussi suspect que le censurer. Le décret se voulait l'antidote au biais, il pourrait bien se heurter au premier amendement. Et il y a un dernier ver dans le fruit, un ver logique. Le décret réclame à la fois la vérité et la neutralité, comme si les 2 marchaient toujours du même pas. Mais imaginez une question où les faits, têtus, donnent clairement raison à un camp, une question sur le climat ou sur le résultat d'une élection passée. Le vrai n'y est pas au milieu. La machine, sommée d'être exacte, penchera du côté du vrai et la voilà aussitôt accusée de partialité par celui que le réel dérange. Une IA tenue d'être vraie et équilibrée en même temps devra donc, tôt ou tard, désobéir à l'un des 2 ordres, et c'est le pouvoir du moment qui décidera lequel. Chapitre 5. La grille. Pas une réponse qui clôt, une boussole pour s'y retrouver. 3 sièges, 3 réflexes. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, concrètement, demain matin ? Je vous propose non pas une conclusion, mais une boussole, selon le siège où vous êtes assis. Si vous éditez un modèle, la pire réponse est de promettre la neutralité, comme une médaille à épingler sur la boîte. La meilleure, c'est de publier votre fil à plomb. Dire contre quel repère vous mesurez, montrer vos arbitrages, assumer qu'une réponse porte un point de vue plutôt que de le maquiller en pure évidence. Concrètement, ça veut dire documenter ses choix d'entraînement, ouvrir ses règles à l'examen, accepter qu'un tiers vienne mesurer le penchant et le publier. La transparence ne supprime pas le biais, mais elle le rend contestable, et un biais qu'on peut contester est déjà à moitié désarmé. Côté acheteur maintenant, une administration ou un grand groupe ne réclamez pas un modèle impartial, réclamez de la traçabilité. D'où vient la réponse et sur quelle source elle s'appuie, et surtout, exigez la liberté de faire tourner plusieurs modèles concurrents plutôt qu'un seul, béni par un décret. Méfiez-vous du label rassurant. Le fournisseur qui vous vend le modèle neutre certifié vous vend surtout votre tranquillité. Le vrai danger n'est pas qu'un modèle penche, c'est qu'un seul modèle déclaré neutre par une autorité devienne le centre obligatoire de tout le monde. La radio nous l'a appris à ses dépens, le péril ce n'est pas le parti pris, c'est le monopole du parti pris. Le meilleur antidote au biais n'a jamais été la pureté d'un seul, mais la concurrence de plusieurs. Ça valait pour la presse, ça vaudra pour les machines. Et pour finir, si vous êtes simplement quelqu'un qui interroge une machine pour comprendre le monde, apprenez à la lire comme on lit un journal.
Demandez-lui ses sources, poussez-le à donner le camp d'en face et méfiez-vous quand il est trop lisse. Un outil qui hésite et montre ses cartes vous respecte plus qu'un oracle qui tranche sans jamais douter. Au fond, on a peut-être traqué le mauvais objet depuis le début. On a réclamé une machine neutre, alors qu'une machine neutre, on vient de le voir, n'existe pas plus qu'un mur doté d'une verticale absolue. Ce qu'on peut exiger en revanche, c'est une machine lisible. À quoi ça ressemble ? À une machine qui cite d'où elle tient ce qu'elle avance, qui sait dire là c'est établi et là ça se discute, voici pourquoi, qui sépare le fait de la valeur au lieu de tout repeindre en gris uniforme. Ce n'est pas un rêve technique, c'est un choix de conception qu'on peut réclamer dès aujourd'hui. Et soyons lucides sur le fond. Aucune société n'a jamais neutralisé un grand média par décret sans en payer le prix, d'un côté ou de l'autre. La radio a essayé, puis a renoncé. Reste à savoir si cette fois, avec une machine qui parle à chacun en privé, on saura inventer autre chose que le couvercle ou le chaos. La question n'est donc pas de savoir s'il y a penche, elle est de savoir ce qu'on préfère. Un penchant qui s'avoue et qu'on peut contester, ou un centre qu'on nous impose en jurant qu'il n'en est pas un. Vous écoutiez IA et biais politique, peut-on décréter la neutralité ? Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.